19h45, la Barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 11 janvier 2022. 19h45, nous débutons avec ces communiqués de presse. Communiqués de presse de Tournons la page. Au lendemain du dépôt par les autorités maliennes d'une nouvelle proposition consensuelle des élections, la CEDEAO siégeant à huis clos dans la capitale ghanéenne le dimanche 9 janvier 2022 a adopté des sanctions très dures contre le peuple malien. La CEDEAO, dit-on, a entériné les décisions de l'IMOA qui s'est réunie bizarrement à Accra. Ces décisions sont en réalité connues avant même la tenue des sommets. C'est donc sans surprise, mais avec beaucoup d'amertume et de désolation que TLP Niger a constaté des sanctions subjectives totalement illégitimes et illégales prises contre tout un peuple qui s'est vu meurtri des années durant par une insécurité galopante que sanglante. Face à cette absurdité, TLP Niger condamne avec fermeté et détermination les velléités des chefs d'État africains, particulièrement ceux de l'IMOA et de la CEDEAO, à empêcher au peuple souverain du Mali de jouir de la plénitude de sa souveraineté pour juste faire plaisir à des puissances étrangères. Notamment, la France condamne la transformation de l'IMOA et la CEDEAO en bras armés des puissances étrangères, dénonce la mainmise européenne et plus particulièrement française sur les pays de la CEDEAO et l'IMOA pour faire échouer la transition malienne. Rappelle également aux dirigeants actuels que les fondateurs de ces deux institutions les voulaient pour les peuples et non comme les syndicats de chefs d'État défendant coûte que coûte leur mauvaise gouvernance qui induit des coups d'État. Apporte son soutien indéfectible au peuple malien dans cette épreuve qui lui est injustement imposée. Appelle la jeunesse africaine et malienne particulièrement à plus de vigilance, à d'engagement, de persévérance en vue de garantir la souveraineté du peuple malien. Lance un vibrant appel au peuple africain, notamment ceux de la CEDEAO, afin de mettre la pression nécessaire sur leurs dirigeants pour qu'ils reviennent à des meilleurs sentiments et mettent fin à ces sanctions absurdes contre le peuple malien. Fait à Niamey le 10 janvier 2022, le coordinateur national Mekoul Zodi. Un autre communiqué de presse du CIRAC, toujours sur les sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Le cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne CIRAC a appris avec émoi et consternation les sanctions de la CEDEAO prises à l'encontre du gouvernement et du peuple malien. Le CIRAC dénonce le caractère exagérément répressif de ces sanctions qui interviennent à un moment où le Mali, pays frère, a besoin de plus de soutien et de coopération agissante pour faire face aux agressions terroristes et mener la déstabilisation multiple et multiforme. Le CIRAC s'insurge par ailleurs contre ces sanctions qui violent la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et entrent à bien des égards en contradiction avec l'esprit, le but et l'objectif de la CEDEAO qui vise le renforcement des relations de bon voisinage, la consolidation de la paix, le développement économique et social des pays de l'Afrique de l'Ouest et la stabilité régionale. Le CIRAC apporte son soutien au peuple malien dans son combat légitime de libération et dans sa lutte contre l'asservissement et la subordination aux puissances et intérêts étrangers. Fait à Niamey le 11 janvier 2022, le président Idi Ango Omar. La primature a abrité la première réunion du comité stratégique du programme Intervention au soutien de la sécurité et la stabilité au Niger, I3S Niger. Ce programme travaille afin de soutenir les efforts de l'État du Niger pour relever les défis au maintien de la sécurité et au renforcement de l'administration civile et des services publics. Ariette Salah Alidou Brema. Cette première réunion du comité stratégique du programme I3S Niger permettra de faire le point des différents projets portés par le dit programme, à savoir SOSESTA,
Renforce Niger et Mugina Goubi. Ces 3 composantes sont respectivement mises en œuvre par les partenaires techniques ENABEL, Expertise France et Search for Common sous financement de l'Union européenne. Cette initiative multisectorielle, intitulée donc Intervention en appui au soutien à la sécurité et à la stabilisation au Niger, vise à soutenir et aussi appuyer la coordination des actions au profit des autorités civiles, des forces de défense et de sécurité et de communautés. L'initiative va donc au-delà des approches projets verticaux habituels afin de soutenir les autorités nigériennes dans la conduite des activités et des actions de stabilisation à long terme durable des communes frontalières du nord de Tillabéri et d'Ottawa. C'est aussi un premier pas pour tester et pour développer en pratique des concepts qui sont au cœur du travail des autorités nigériennes dans le domaine de la sécurité, comme par exemple le maillage et mobilité du territoire par les forces de sécurité et de défense, mais également le renforcement de la confiance entre les acteurs et le soutien aux actions de résilience socio-économique au sein des communautés. Il est donc essentiel, et ça c'est l'approche de l'initiative qui s'appuie sur les 3 composantes, d'articuler des activités de cohésion aux actions de renforcement de la sécurité et le tout à travers une bonne coordination des actions axées sur la stratégie de l'ancrage territorial dans un contexte demeurant fragile et très important, mettant en valeur et en toute visibilité l'action de l'État nigérien. Le programme I3S Niger vient en appui aux efforts du Niger dans la relance des activités socio-économiques dans les zones d'insécurité, dira le Premier ministre Oumoudou Mahamadou. Le programme d'intervention au soutien à la sécurité et à la stabilisation du Niger, I3S, de l'Union européenne, vient en appui aux efforts du gouvernement et partage la même vision que le gouvernement dans ses efforts de rétablir un climat sécuritaire propice à la relance des activités socio-économiques dans les zones d'insécurité. Le gouvernement, à travers le ministère de la Défense nationale, le ministère de l'Intérieur, la haute autorité à la consolidation de la paix, honorera ses engagements dans le cadre de la mise en œuvre des 3 composantes. Au cours de la présente réunion, nous allons passer en revue le programme I3S, dégager des recommandations et orientations pertinentes pour une meilleure mise en œuvre sur le terrain de ces 3 composantes, à savoir le soutien à la sécurité et à la stabilité du Niger, le renforcement de la confiance des populations, de la présence de l'État et des capacités sécuritaires. Construisons demain ou Mugina Gobe. Cette réunion a été aussi l'occasion pour l'Union européenne de renouveler son attachement au Niger pour un partenariat efficace qui répond aux priorités nationales et qui sont bénéfiques aux populations pour ce qui est de la restauration de la paix et de la quiétude sociale. Cérémonie officielle de remise ce matin par le ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des jeunes des certificats de conformité des produits. Ils sont au total 46 entreprises à bénéficier de cette subvention octroyée par le Haut Commissariat à l'initiative 3N et l'Agence nigérienne de normalisation de métrologie et de certification. Nafisat Yahya Chebouyis. Cette cérémonie marque la remise officielle des certificats de conformité de produits. Ils sont en effet 46 entreprises bénéficiaires de la subvention octroyée par le Haut Commissariat à l'initiative 3N et l'Agence nigérienne de normalisation de métrologie et de certification ANMC, conformément à leur vision, celle de promouvoir et valoriser les produits locaux du Niger. Les questions de promotion de la qualité des produits et du renforcement de notre secteur productif sont au centre de préoccupations majeures du gouvernement. C'est dans ce cadre
que l'Agence nigérienne de normalisation de métrologie et de certification, l'ANMC, a été mise en place avec pour mission de contribuer notamment au développement du secteur de la certification des produits et services par la mise à la disposition des opérateurs économiques du droit d'usage du logo de la marque nigérienne de conformité. Ce droit d'usage est attribué aux produits candidats qui sont conformes aux normes et règlements techniques en vigueur. L'utilisation du logo de la marque de conformité sur un produit est désormais symbole de qualité sur le marché national, régional et international. Dans cette noble démarche de promotion de notre système productif, l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, qui œuvre à la promotion de l'autosuffisance alimentaire, a apporté une contribution décisive en accordant une subvention pour appuyer les efforts de certification des produits des unités de transformation ici présentes. Pour ces entreprises essentiellement pilotées par des femmes, c'est une fierté de recevoir cette certification. Cette certification nous apporte beaucoup de bonheur parce que non seulement ça donne confiance à nos clients, c'est une certification qui permet à nos produits d'État et de vendre nos produits sur le marché national et régional. Donc la certification prouve que nos produits sont de meilleure qualité et c'est fait dans les cadres d'hygiène. Donc vraiment la certification nous permet d'avancer. C'est ma deuxième certification. J'ai déjà le couscous de riz précuit qui est certifié et maintenant c'est le dégué de mil qui est certifié. Donc vraiment on dit merci à l'initiative 3Z et les partenaires, les ministères et les partenaires techniques et financiers qui ont accompagné le Haut Commissariat à l'initiative 3Z pour certifier nos produits. Aujourd'hui, on a une quarantaine de transformateurs qui a eu la certification de tout ce qui est comme produit transformé localement. La ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes a enfin tenu à féliciter et encourager toutes ces récipiendaires pour que vive l'entrepreneuriat des jeunes à travers une production locale de qualité. L'actualité, il faut le rappeler, reste toujours dominée par la situation au Mali. La décision des chefs d'État de la CEDEAO continue à susciter des réactions au Niger. Je vous invite à suivre la réaction du président du Parti pour la justice et le développement, PJD Akika, de Mohamed Hamissou. Ceux qui les ont poussés à prendre des sanctions contre le Mali, ils vont le regretter. Il s'agit de la France. Parce qu'aujourd'hui, la France n'a plus cette possibilité d'alimenter ses bases. Parce que le Mali a fermé d'abord ses frontières. Et les alliés de la France, qui sont les autres pays membres de la CEDEAO qui font frontière avec le Mali, les frontières sont fermées. Et tout le monde sait que le seul but de cette opération, c'était d'arriver au bout de la jante, ce qui est quasiment impossible pour la France. Parce que quand vous prenez ces sanctions-là, ils ont renforcé les militaires. Ils ont vraiment renforcé les militaires et ils ont réveillé ce qu'on peut dire le panafricanisme. Parce qu'aujourd'hui, c'est une condamnation qui pleuve partout. Personne n'est resté indifférent à ces décisions-là, qui sont des décisions criminelles. Et ce qui est dramatique dans leur acte, c'est au moment où le peuple malien, où l'armée malienne engrange de victoire en victoire, que des sanctions comme ça tombent. Cela prouve que la France est vraiment derrière le terrorisme. La France cherche par tous les moyens à déstabiliser le Sahel. Mais très malheureusement, comme je l'ai déjà dit, ces chefs d'État ne représentent qu'eux-mêmes. Ils n'ont parlé qu'à leur nom. Aujourd'hui, l'ensemble de ces pays membres de la CEDEAO ne sont pas d'accord. Leurs populations ne sont pas d'accord. Aujourd'hui, vous avez vu les tollés des intellectuels, vous avez vu les tollés des acteurs de la société civile, y compris des acteurs politiques, contre ce qui est en train de se passer contre le Mali. Donc, nous réitérons notre soutien au peuple malien et nous demandons à la junte d'aller plus loin,
d'aller plus loin, non seulement ils n'ont qu'à expulser tout ce qui a comme symbole de la CEDEAO au Mali, ils n'ont qu'à expulser les militaires français. Vraiment, aujourd'hui, le Mali est soutenu par les pays membres de la CEDEAO, le Mali est soutenu par les pays africains, et je pense que cette résistance malienne, elle va libérer enfin peut-être l'Afrique. Parce que nous avons tous intérêt à ce que le Mali réussisse sa transition. Nous avons tous intérêt que le Mali surmonte ces sanctions-là contre la CEDEAO, qui sont des sanctions injustes, qui sont des sanctions criminelles, qui n'est qu'un terrorisme qui sont en train d'être exercés sur le peuple malien par les chefs d'État de la CEDEAO. Réaction cette fois-ci de l'ancien syndicaliste nigérien Issoufou Sidibé, toujours relativement aux sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA sur le Mali. Pour lui, la CEDEAO n'a fait qu'appliquer les textes comme elle a eu à le faire dans le passé dans d'autres pays de l'espace. On écoute Issoufou Sidibé. Le Mali est le énième État où la CEDEAO est en train d'agir. Mais il faut que nous comprenions une chose. Au fait, nous sommes dans quel camp, les Nigériens? Tout démocrate que nous réclamons. N'oublions pas que le Mali, d'abord, il s'agit de putschistes. C'est un régime démocratique. C'est des dirigeants élus par le peuple. Je parle d'Ibeka, que la junte a renversé. Est-ce que nous, en tant que démocrates nigériens, nous pensons que c'était une bonne chose pour la démocratie, le coup d'État? Est-ce que nous avons applaudi Goïta ou Ba-Indou et toute l'autre clique quand ils étaient arrivés au pouvoir, en tant que démocrates? Non, je pense. Mais aujourd'hui, c'est cette attitude que la CEDEAO est en train d'avoir. Refuser la culture de la prise du pouvoir par les armes dans des pays où leur propre constitution a consacré un État démocratique, où le pouvoir se prend par les urnes, à travers des élections libres et transparentes. Voilà ce qui explique aujourd'hui toute cette pression que la CEDEAO est en train d'exercer sur le Mali. Ce n'est pas autre chose. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que, et c'est un appel que je lance, les Nigériens doivent se ressaisir. Nous devons nous ressaisir parce que depuis une dizaine d'années, un peu plus, nous avons démontré à la face du monde que nous sommes un pays démocratique et notre attachement à la démocratie et à la bonne gouvernance est sans embâche. Il faut que nous sachions ce que nous sommes en train de dire dans cette situation. Quand vous prenez les propres intéressés, le premier intéressé, à savoir le président Goïta, lui-même, quand vous l'écoutez avant-hier dans son message à la nation, il prône le dialogue avec la CEDEAO. Certes, il trouve les mesures excessives. Oui, nous les trouvons tous excessives. Elles sont toutes excessives pour un État. Personne ne dit non. Mais même les chefs d'État qui ont pris ces décisions, ils savent que c'est excessif. Mais il s'agit là d'une pression. Est-ce qu'ils ont donné une date à partir de laquelle ces mesures vont être appliquées? Je n'ai pas connaissance. Ils ont juste parlé de ces mesures qui sont issues de leur réunion. La date de prise d'effet, c'est quand? Ça dépend des Maliens. Ça dépend du pouvoir malien. Mais eux-mêmes ont compris le danger, au point où ils prennent le dialogue. Ils demandent à la CEDEAO de revoir sa position et d'examiner leur calendrier. En un mot, ils demandent à revenir sur la table de négociation pour se défendre encore. Parce qu'eux, ils savent ce que ça coûte un embargo. Parce qu'au fait, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un embargo politique et économique et financier. Dans 3 mois, tous ceux qui s'égousillent ici ou qui gesticulent au Niger ne pourront rien apporter aux Maliens dans 3 mois lorsque leur économie sera bloquée. Déjà qu'elle est difficile, comme celle de beaucoup d'États. Lorsque la question sécuritaire va s'aggraver,
parce que la force de la CEDEAO a aussi des militaires au Mali. Toujours par rapport à la situation au Mali, notamment sur la fermeture des frontières, le syndicat national des commerçants, importateurs, exportateurs et grossistes du Niger se sont exprimés à travers leur secrétaire général Sédou Tchambiano sur les conséquences de cette fermeture pour le Niger. On l'écoute. Il va y avoir des conséquences lourdes pour le Niger. Parce que d'abord, il y a l'approvisionnement des céréaliers, les produits céréaliers. Il y aura une rupture. Et deuxièmement, ces deux peuple, c'est même un peuple uni. Les frontières ont été tracées arbitrairement, mais nous sommes unis. Quand tu vois un Malien, tu ne peux pas vite le distinguer ou le distinguer avec un Nigérien. Donc nous sommes les mêmes. C'est un même peuple. Maintenant, quelqu'un qui est de l'autre côté, est-ce qu'il va pouvoir se déplacer pour venir par là? Ça va être difficile. La frontière, le Mali ferme, la CEDEAO ferme. Dans tous les cas, le peuple va, parce que si j'ai ma femme par là, quelles qu'en soient les difficultés que je vais avoir, je viendrai prendre ma femme. Si mon mari est de l'autre côté, quelles qu'en soient les difficultés, je vais rejoindre mon mari. Parce que sinon, je veux poser des actes très graves qui n'est pas des moindres. Donc c'est pour ça que cette fermeture-là, d'une frontière imaginaire, ça va être difficile. Mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour les deux pays. La CEDEAO, je ne rentre pas dans la politique, mais elle doit revoir sa copie. Il ne faut pas nous asphyxier. Nous sommes les voisins du Mali. Beaucoup sont voisins du Mali. Par exemple, l'Algérie, le Burkina Faso. Il y a beaucoup de pays qui vont souffrir. Ce n'est pas seulement les Maliens qu'ils ont sanctionnés. Ils ont sanctionné l'UEMOA. Ils ont sanctionné la CEDEAO. Ils n'ont qu'à revoir leur copie. Et justement, à la fin de ce journal, vous suivrez en partie magazine l'analyse de l'économiste Soli Abdoulaye sur les conséquences économiques des décisions de la CEDEAO sur le Mali, notamment le gel des avoirs dans la Banque centrale et autres institutions financières, l'embargo économique. Rendez-vous donc à la fin de cette édition. Le mouvement pour un sursaut patriotique était en conclave cet après-midi à Niamey à l'effet de se pencher sur les mesures prises par la CEDEAO à l'encontre de l'État malien. Cette rencontre a été sanctionnée par une déclaration lue par le président du mouvement, Sissi Abdul Salam. Le mouvement pour un sursaut patriotique a appris sans surprise, mais avec indignation, les sanctions issues du 4e sommet extraordinaire sur le Mali, tenu lors de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Accra, au Ghana, le 9 janvier 2022. En effet, tout un chapelet de mesures sévères, les unes plus inopportunes que les autres et avec effet immédiat, ont été adoptées. Au nombre de ces mesures figure la fermeture des frontières du Mali avec tous les pays membres de la CEDEAO, le rappel des ambassadeurs de ces différents pays au Mali, le gel des avoirs financiers de l'État malien au niveau de la Banque centrale BCEAO, mais surtout l'activation de la force en attente de la CEDEAO. Si les 3 premières mesures sont classiques, la mesure visant la réactivation de la force en attente de la CEDEAO est pour le moins surprenante. En effet, comment comprendre qu'une sous-région entière, notamment le Sahel, en proie à une insécurité criarde depuis des années, incapable d'y faire face avec le soutien d'un pays comme la France et des autres forces occidentales, que la CEDEAO sera-t-elle subitement qu'elle dispose en son sein
d'un contingent militaire prêt à en découdre uniquement avec les Maliens et non avec les djihadistes et autres terroristes. Nos chefs d'État se rendent-ils réellement compte du summum de cette méprise dans l'activation d'une force juste dirigée contre un pays frère dont le seul tort est d'avoir choisi de se tracer une voie pour son développement et son émancipation de la tutelle de l'impérialisme occidental. Les djihadistes auront presque gagné la bataille si les armes censées les détruire sont retournées contre les Maliens qui attendaient d'être secourus par la communauté internationale. Au demeurant, où se trouvent les fondements légaux des mesures envisagées par la CEDEAO, dans les traités ou dans les protocoles additionnels? En tout état de cause, la CEDEAO est dans une logique d'autoflagellation dans la mesure où les sanctions économiques prises pénaliseront nécessairement chacun des États au nom d'une soi-disant défense de la démocratie que les dirigeants sont eux-mêmes incapables de respecter. Si tant est que les membres de la CEDEAO sont soucieux du respect des normes démocratiques, combien de fois ont-ils refusé d'appliquer les décisions de justice rendues par la haute juridiction de cette organisation? Si les coups d'État, par principe, sont condamnables, il reste que dans le cas du Mali, les dirigeants sont en phase avec la majorité du peuple dans la conduite actuelle des affaires publiques, ce qui est loin d'être le cas dans la majorité des États membres de la CEDEAO. C'est pourquoi le mouvement pour un sursaut patriotique apporte son soutien ferme au peuple malien et à ses dirigeants dans la quête de leur souveraineté et de leur intégrité territoriale. Suivons à présent la réaction des citoyens nigériens par rapport à cette situation du Mali. L'indépendance à laquelle les pays africains individuellement pris inspirent, elle ne saurait être que lorsque chaque pays individuellement pris soit convaincu qu'il peut, n'est-ce pas, aller au bout, n'est-ce pas, de ses efforts et acquérir par les sacrifices qu'il peut faire. Parce qu'aujourd'hui, la situation que vit le Mali, si les Maliens ne se disent pas qu'ils doivent vivre, n'est-ce pas, ces sacrifices pour accéder à l'indépendance, et que s'ils renoncent, ils ont failli. Et je crois que ce déclic doit conduire à cette indépendance. Le Mali a une opportunité en or de sortir du carcan de l'impérialisme français, même s'il s'agit d'un changement de maître. La jeunesse malienne, elle se mobilise derrière la transition. On ne peut pas comprendre comment est-ce que le peuple veut, mais les dirigeants de la CEDEAO, eux, ils ne veulent pas. C'est une question vraiment à se poser. Et cette sanction-là, nous devrons nous poser des questions. Est-ce que réellement, c'est pour amener la paix et la quiétude au Mali, ou bien c'est pour encore mettre de la confusion au sein de la population malienne? Donc je pense qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont les moyens nécessaires, quel que soit le type de moyens que la jeunesse africaine et même les Africains en général ont à leur disposition, ils doivent les mettre en possession de ces dirigeants maliens pour les apporter leur soutien. Ce qui compte pour le moment pour un peuple qui a été concassé pendant plus d'une dizaine d'années, qui aujourd'hui, après avoir installé un nouveau pouvoir, ce même peuple décide de comment se fait la conduite de ce pouvoir-là, en donnant donc des années à la transition, afin que la transition puisse ramener le retour au pays. Donc je pense que ce n'est pas à la CEDEAO de dire voilà comment le Mali doit fonctionner. Après tout, le Mali est un État membre de la CEDEAO. Cela ne fait pas du Mali un pays qui va banaliser la volonté de son peuple et accepter des lois extérieures. Vouloir imposer au peuple malien un embargo, c'est aller à l'encontre même de la dignité humaine qui est sacrée. C'est encore contribuer à la destruction du pays. Déjà, le Mali est un pays qui a été fragilisé par l'insécurité depuis plus de 12 ans. L'armée a pris ses responsabilités en main. Pour ça, c'est IBK. La CEDEAO a intervenu pour dire il faut qu'on ramène IBK. Ils ont refusé. Maintenant, Assimi Goïta, il a parfaitement raison. Mais en faisant une analyse un peu objective, Assimi Goïta est venu à faire le coup d'État dans un contexte critique.
où il n'y avait pas du tout les moyens. L'insécurité avait envahi les pays. Mais il faut nécessairement un temps pour qu'ils puissent organiser les élections. Et la CEDEAO s'est réveillée, ils ont été instrumentalisés, téléguidés par la France, je l'ai dit, par la France pour partir, pour dire à partir d'aujourd'hui, le Mali n'aura plus de subventions financières, le Mali n'aura plus ceci et cela. Mais ils pensent que c'est ça la solution. Non, ce n'est pas ça la solution. Nous avons vu de par l'histoire, tous les pays qui ont vécu des embargos, ce sont des pays aujourd'hui qui ont prospéré, à l'occurrence les Kiba, la Libye d'hier, pas la Libye d'aujourd'hui, et beaucoup de pays. Je pense que le Mali est sur le bon chemin et que le peuple malien doit accompagner les Maliens dans ce combat. Il n'y a pas de dette sans souffrance, il n'y a pas de souffrance sans sacrifice, et il ne peut pas y avoir de sacrifice sans bonheur. Les Mali est sur le bon chemin. Les Nigériens doivent soutenir les Maliens, même si nos dirigeants refusent de les soutenir. En tout cas, nous allons les soutenir parce qu'avant tout, la jeunesse nigérienne et la jeunesse malienne, nous partageons les mêmes sangs, nous partageons les mêmes problèmes, nous avons les mêmes réalités. Par conséquent, nous devons considérer Assimi Goïta comme étant notre leader, le sauveur de l'Afrique au XXIe siècle. Changeons à présent de registre. Le dimanche 9 janvier 2022, une compétition de triathlon au quartier Kombo de Niamey a opposé des jeunes venus des divers quartiers de la capitale. Une compétition organisée en prélude au lancement des activités de l'Agence de modernisation des villes du Niger, AMV Niger. Les détails dans cet élément du studio Kalangou. Le dimanche 9 janvier 2022, l'Agence de modernisation des villes du Niger a lancé ses activités par une compétition de triathlon au quartier Kombo de Niamey. Les jeunes de plusieurs quartiers de la capitale se sont affrontés dans diverses disciplines sous le coup de sifflet de Oumoudou Mahamadou, le Premier ministre du Niger. Pour l'entraîneur Souled Antani, ces types d'événements sont à encourager. Ce type d'événement, ça motive parce que nous, ça nous permet non seulement, vous avez vu, on a fait pour les petits stages, les moyens d'âge et plusieurs catégories. Donc ça nous permet de détecter en tout cas beaucoup de catégories qui vont s'intéresser à la discipline. Vous voyez ce qu'on a mobilisé aujourd'hui, tu as l'impression que c'est un meeting, mais c'est le sport. Vraiment, c'est meilleur que tout. Un pays sans sport ne peut pas se développer. Nous, au Niger, on a une piscine olympique qu'on n'a pas enviée à personne, mais aujourd'hui, la piscine est fermée. La piscine doit être ouverte pour que les enfants jouent, pour que les enfants se retrouvent, pour que la compétition puisse être en sécurité, parce que là, vous voyez, on n'a pas de sécurité. Malgré l'absence de piscine d'entraînement, les jeunes arrivent à s'exercer et à remporter des trophées de la sous-région. C'est le cas de Issoufou Sani Bouraima, qui est champion de la catégorie élite homme lors du championnat des triathlons zonal d'Afrique qui s'est tenu à Accra au Ghana en juin 2021. En matière de triathlon, je dirais que c'est la première fois que je vois ce type d'organisation et ça me fait vraiment penser aux compétitions internationales à qui j'ai eu à participer dans les années antérieures. Le message que j'ai à lancer au regard de toute la jeunesse nigérienne, c'est de se mobiliser, à connaître un peu c'est quoi le milieu aquatique. C'est important pour soi-même de savoir nager. Cette compétition a globalement été bien accueillie par la population qui a répondu présente pour soutenir les compétiteurs et aussi féliciter les vainqueurs. On vient de faire une compétition d'aquathlon. Je suis venue la première. On a fait 200 mètres de l'eau et 1 kilomètre à pied et enfin un tour dans l'eau. Je suis très contente et ça me rend très heureuse. J'ai participé à la nage des jeunes. Je suis très heureuse et mes amis sont aussi très heureuses. ai samari da suna nyamai suna gani tare yau da dare su diba su gani abinda su koyo abinda yan gawai su yi su koyo su gani don gobe saboda su ba su nan wasu ganye wasu ba su ganye ba kansu asala wanda ba su ganye ba gobe su ne suna ganye kun fa mu ne ya fa in gawai wannan sai tara sai Gel des avoirs du Mali dans les institutions bancaires de la CEDEAO, embargo économique, fermeture des frontières terrestres et aériennes sont entre autres sanctions économiques de la CEDEAO sur le Mali. Quelles pouvaient
être les conséquences de ces décisions, l'économiste Souli Abdoulaye nous éclaire dans cette analyse. C'est la partie magazine de cette édition. Il est bien vrai que hier, dimanche 9 janvier 2022, les chefs d'État des pays membres de la CEDEAO et ceux de l'UEMOA se sont rencontrés à Accra, au Ghana, un pays panafricain, dirigé par des panafricains. Alors c'est là-bas que cette décision a été prise au cours des 2 sommets extraordinaires, l'un de l'UEMOA, l'autre de la CEDEAO, pour prononcer des sanctions très graves pour un pays qui, du reste, cherche à se libérer. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Le Mali est un pays comme le Niger, comme le Mali, comme le Togo, un pays francophone, un pays qui a connu, n'est-ce pas, la domination française et qui continue de connaître la domination française. Avec les événements de l'ouverture démocratique dans les années 90, introduite par François Mitterrand lors du sommet de la Baule, où on dit que dorénavant, les potentats, entre guillemets, présidents que nous avons, qui sont installés par cette même France, n'ont plus une odeur de sainteté. La France décide à partir de 1990 que s'il y a des aides de développement à faire, s'il y a des soutiens à apporter à des pays qui sont dans la France-Afrique, alors c'est conditionné maintenant à une évolution démocratique. Donc à l'installation d'un pouvoir civil. Et nous avons vu comment la rue a été... Tous ces présidents, n'est-ce pas, dictateurs, entre guillemets, se sont reconvertis. Parce que c'est eux-mêmes qui sont venus pour se reconvertir en démocrates, être candidat au présidentiel et remporter. Au vu aussi de la France, parce qu'ils savent très bien que dans beaucoup de cas, ce n'est pas le choix du peuple. Alors, c'est ce qui continue. Et ce qui a continué jusqu'à l'avènement de Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, au Mali, où c'est un régime démocratique, un régime républicain, dont on suppose que le peuple a choisi. Mais il y a eu coup d'État. Et les raisons du coup d'État, c'est la gabegie, c'est la corruption, c'est le détournement des biens publics maliens. On a vu sur les réseaux sociaux comment le fils de Ibeka fait une vie vraiment je ne sais pas, extravagante dans les pays asiatiques, dans les pays européens et autres. Donc, il y a un malaise, c'est très clair au Mali. Il y a la rébellion qui est là, n'est-ce pas? Cette rébellion qui date de 11 ans aujourd'hui, avec la présence de plus de 50 000, n'est-ce pas, militaires des forces étrangères, toutes catégories confondues, pour amener la fin de la rébellion ou la fin du terrorisme. 10 ans, 11 ans, on n'a pas mis fin à cette situation. Aujourd'hui, le Mali est occupé à plus de 70%. Son territoire est occupé à plus de 70%. À un moment, on a tenté même de créer un autre État, l'Azawad. Mais avec, n'est-ce pas, le bouleversement ou la prise de conscience et les différentes dénonciations, on a un peu obtempéré. Mais toujours est-il que la situation de fait est là. Il y a une partie du Mali où le pouvoir malien central n'a pas de contrôle. Donc, c'est suite à toutes ces dérives qu'il y a eu un coup d'État. Un coup d'État qui a amené une junte au pouvoir.
Alors, ceux qui ont eu l'idée du coup d'État pensaient, en tout cas, révolutionner les choses pour changer carrément du paradigme au Mali, adopter une nouvelle attitude, une nouvelle vision et faire ce qu'on appelle une refondation, c'est-à-dire revoir du fond en comble les relations que le Mali a avec particulièrement la France, parce que c'est là le nœud du problème. Alors ces militaires n'avaient pas cette intention, ou ils ont été absorbés par la suite par, en tout cas, les autorités françaises. Et ils ont changé de cap. Et c'est comme ça que ces nouvelles autorités avec Goïta sont venus, ils ont balayé ces gens parce qu'ils sont en train de triturer, ils sont en train de prostituer l'idée originale. Ils sont partis. Ils ont été remplacés. Donc, une transition dans une transition. Ceux-là qui sont venus, ils ont un canevas de travail. Ils ont un objectif à atteindre. N'est-ce pas? Et cet objectif, c'est, comme je vous dis, la refondation. Il faut revoir, n'est-ce pas, les fondamentaux de la gestion du Mali. Et les fondamentaux de la gestion du Mali, c'est comment s'extirper, comment le peuple malien doit s'extirper, n'est-ce pas, de joug colonial, de cette emprise de la France que nous subissons, nous tous. Et ils ont eu le courage de le faire. N'est-ce pas? Alors vous avez vu déjà la France, comment elle a commencé à se comporter. Elle a décidé unilatéralement, alors que c'était un accord bilatéral qui l'a lié avec le Mali dans le cadre de la venue de ces militaires, mais maintenant elle a décidé unilatéralement qu'elle va diminuer telle ou telle quantité de militaires, elle va annuler telle opération Barkhane, ceci, cela. Donc, pour maintenant permettre aux rebelles d'avoir de la force, parce que la France pense que c'est elle qui les limite dans leur action. Maintenant, quand elle va partir, ça veut dire que les rebelles vont embêter le gouvernement malien. Donc, ils vont faire une instabilité jusqu'à amener peut-être ce régime de transition à être balayé. Et c'est ce que les militaires maliens ont compris, avec les civils qui sont avec eux, les patriotes, ils ont compris cela. Et ils ont fait appel à un autre cadre de coopération qui est la Russie. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au tout début, malgré que le Mali est un pays francophone, mais ils ont des accointances depuis 1960 avec le premier régime de Modibo Keïta. Ils ont des accointances avec l'Union soviétique. Beaucoup de Maliens ont été formés à l'Union soviétique, n'est-ce pas? Que ce soit des Maliens militaires, que ce soit des Maliens intellectuels, donc des professeurs agrégés dans tel ou tel domaine, n'est-ce pas? Donc ils ont des rapports privilégiés avec la Russie. Maintenant, ils ont fait appel à la Russie pour que la Russie vienne les aider, parce que leur tuteur dit qu'il va quitter, qu'il va partir. Et on dit que la nature a horreur du vide. Et c'est comme ça qu'ils ont fait appel à la Russie. Et la Russie est venue de la manière dont elle veut venir. Parce qu'on dit que c'est Wagner, c'est ceci, c'est cela. Toujours, ils disent que c'est des Russes. Et ils sont venus au nom du gouvernement russe. N'est-ce pas? Quand vous prenez ce que les Américains font en Irak, ce que les Américains font en Syrie, ils sous-traitent. La France même sous-traitait, non? À un moment, ici, elle nous envoyait Bob Denard pour faire des actions qu'elle veut. Mais c'est toujours la France. Alors c'est ça. Donc, voilà, je vous ai fait ce rappel pour voir comment est né le problème. Donc, en fin de compte, c'est un problème entre la France et le Mali. Et la France, elle essaie maintenant d'utiliser des organisations qu'elle finance d'une manière ou d'une autre. Parce que la France, c'est elle qui finance l'UEMOA. C'est elle qui finance la CEDEAO. Donc, elle utilise ces deux organisations qui sont des organisations normalement de coopération, de solidarité, d'entraide
entre les peuples qui composent ces organisations. Quand vous prenez la CEDEAO, c'est la communauté, on dit communauté économique et douanière des États de l'Afrique de l'Ouest. Communauté économique et douanière. Il y a des dispositions qui stipulent qu'on a créé cette communauté, cette union, cette énergie pour que nous soyons solidaires, pour que nous nous entraidions entre nous, les peuples. N'est-ce pas? Ce n'est pas question des chefs d'État. C'est les peuples qui doivent s'entraider. Parce que les chefs d'État passent, les peuples restent. OK? Donc c'est comme ça. Alors, maintenant, on utilise ces deux pour sanctionner le Mali. On a fait un premier palier de sanctions, c'est-à-dire on a sanctionné individuellement les militaires. Mais ils ont certainement constaté que ces sanctions ne peuvent pas donner de fruits parce que les militaires ont continué dans leur logique de chercher à avoir, n'est-ce pas, l'appréciation du peuple, le quitus du peuple qui est souverain dans ce qu'il veut qu'il soit dans les années à venir. Ils ont fait leur conférence, vous avez vu, il y a eu une conférence où, je sais pas quoi, ils ont appelé cela, et au cours de cette conférence, on a sorti le principe de faire une transition de 5 ans. N'est-ce pas? Cette transition de 5 ans, parce que c'est en 5 ans qu'on pense qu'on peut changer beaucoup de choses. Parce que la plaie est gangrénée, la plaie est profonde. Ce n'est pas aujourd'hui, parce que vous ne pouvez pas, en 1 an, en 2 ans, changer un système qui a prévalu, ça fait 60 ans. Non. Il y a un travail sérieux à faire. Et sur plusieurs facettes, sur plusieurs secteurs. Il faut réfléchir, parce que ce n'est pas du blabla, ce n'est pas du tic au tac. On prend un secteur, on fait une analyse pour voir dans ce secteur-là quelles sont les voies à suivre. Et c'est comme ça. Alors c'est tout ça qu'on ne veut pas. Donc on a sanctionné et maintenant avec une plus vigoureuse main, on a sanctionné le Mali. Les sanctions, elles sont financières, elles sont économiques, elles sont, comment on appelle ça, commerciales, elles sont politiques même, parce qu'il y a le rappel des différents ambassadeurs des pays de la CEDEAO pour consultation. Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir des sanctions politiques même, à part économiques et financières. Donc, les sanctions financières, c'est que le Mali, vous savez, comme n'importe quel pays, c'est un pays qui commerce avec d'autres pays, que ce soit africains ou non africains. Donc, le Mali dispose de l'argent dans ses comptes au niveau de certaines institutions financières, telles que la BCEAO particulièrement. Et le Mali a des sociétés publiques ou parapubliques, donc qui sont des sociétés mixtes, d'économie mixte, où il y a le privé et l'État, et des sociétés où uniquement c'est l'État qui est là-dedans. Donc toutes ces sociétés ont aussi de l'argent dans des comptes bancaires, parce qu'elles commercent avec des pays de la sous-région. Alors, tous ces avoirs que l'État malien a, les avoirs qui lui permettent de faire des importations ou des exportations, donc à travers lesquels il règle ces différents échanges-là, en import ou en export, ces avoirs vont être gelés. N'est-ce pas? Les avoirs de ces sociétés qui sont dans des comptes, par exemple au Niger, en Côte d'Ivoire, ils vont être gelés. Donc une société qui a un besoin de payer quelque chose en Côte d'Ivoire, elle ne peut plus utiliser son argent qu'elle a dans des banques en Côte d'Ivoire pour importer au Mali, parce qu'ils sont gelés. Voilà. Donc c'est ça. Alors maintenant, il y a aussi le commerce. Le commerce est interdit. Par exemple, moi, en tant que Nigérien, je n'ai pas le droit de commercer avec
un Malien, vous savez très bien que aujourd'hui, on peut prendre du riz, on peut prendre de l'huile pour amener au Mali. Mais c'est interdit. Déjà parce qu'il y a la fermeture des frontières terrestres et la fermeture des frontières aériennes. Donc il n'y a plus de commerce entre le Mali et les autres pays. Que ce soit commerce d'État à État, que ce soit commerce d'individu à individu ou d'État à des individus ou d'État à des sociétés. Donc on décide de façon catégorique d'asphyxier. Parce qu'effectivement, quand un pays est sous un tel embargo, naturellement, il va ressentir. Il va ressentir. Et c'est évident. Et c'est là où je viens à votre question. Parce que quand on empêche le Mali de commercer avec les États voisins, n'est-ce pas, et au-delà avec d'autres États donc, de la CEDEAO, quand on empêche le Mali, n'est-ce pas, de commercer avec, entre les peuples donc, du Mali, la population du Mali ne peut pas commercer avec les autres populations, voyez-vous que même les bus que vous voyez là, qui quittent le Niger pour aller au Mali, et certains passent par le Mali pour aller à Dakar, tout ça là, comme les frontières sont fermées, ils verront. Donc, il y a un véritable problème qui va se poser. Mais seulement, il y a deux choses que je veux vous rappeler et donc je trouve que à long terme, parce que dès maintenant, il va y avoir un problème. Mais deux choses à trois vont faire en sorte que toutes ces décisions, ces sanctions n'auront pas d'effet. N'est-ce pas? La première chose, c'est que c'est une contradiction que j'ai trouvée dans le communiqué final même de la CEDEAO. Parce qu'il y a une contradiction flagrante. Et donc, je chercherai qu'on m'explique comment ça va se passer. Et je vais vous lire cette contradiction. Quand vous prenez donc le communiqué final de la CEDEAO, dans ce communiqué final, il y a un petit A, qui est le rappel pour consultation par les États membres de la CEDEAO de leur ambassadeur accrédité auprès de la République du Mali. B. La fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Mali. C. La suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les pays de la CEDEAO et le Mali, à l'exception des produits alimentaires de grande consommation, des produits pharmaceutiques, des matériels et équipements médicaux, y compris ceux pour la lutte contre le Covid-19, les produits pétroliers et l'électricité. Le petit C là, il y a une contradiction. Vous avez décidé de fermer les frontières aériennes et terrestres. Vous avez décidé de ne pas commercer. Et maintenant, on fait une ouverture. Mais cette ouverture, petite soit-elle, elle peut être grande. Ça, c'est déjà une contradiction que je vois. Comment on va assurer les dispositions du petit C là? Comment? Parce que les frontières sont fermées, terrestres et aériennes. N'est-ce pas? Le gel est définitif et il est complet. Le gel des avoirs. Les sanctions commerciales sont aussi... Mais on fait une ouverture ici. Mais comment on va réaliser cette ouverture? À moins que ce soit de l'hypocrisie. N'est-ce pas? Alors, si aussi ce n'est pas de l'hypocrisie, ça veut dire que cette disposition de petit C va tout détruire. N'est-ce pas? Ça, c'est un. Deuxièmement, quand vous prenez aujourd'hui le Mali et le Niger, et c'est la même chose le Mali et les autres pays qui sont voisins du Mali, nous avons toujours dit que nos frontières sont poreuses. Nous ne pouvons pas maîtriser ce qui se passe aux frontières. La preuve en est qu'aujourd'hui, c'est des espaces où on fait des trafics de tout genre. N'est-ce pas? Les trafics de drogue, les trafics humains, les trafics des armes. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ces sanctions, on va créer une économie parallèle, une économie noire où
des gens sont déjà aguerris dans ce genre de choses. Donc, ils vont mettre, les Maliens vont mettre les bouchées doubles. Ils vont mettre le prix qu'il faut pour qu'on fasse intégrer ou qu'on fasse amener, importer des produits qu'ils veulent, quel que soit le prix. N'est-ce pas? Si vous avez une tonne qui rentre, par exemple, de riz au Mali à 100 000 francs, aujourd'hui, vous allez trouver un Nigérien ou un Burkinabé qui peut dire à Mali, parce qu'on ne peut pas empêcher les téléphones, non? Et qui peut dire, bon, moi, je peux vous amener la tonne à 300 000 francs. Et il sait comment faire pour amener. Et il va faire de la fraude. Donc, ça veut dire qu'on va développer un système de fraude entre le Mali et les autres pays de la CEDEAO ou les pays limitrophes du Mali. Ensuite, une autre appréciation qu'il faut faire, c'est qu'il y a un pays important dont nous dépendons nous-mêmes, Nigériens, de la proximité, c'est l'Algérie. N'est-ce pas? L'Algérie, c'est un pays qui peut fournir le Mali en tout ce que le Mali veut. Parce que ce n'est pas un pays de la CEDEAO, ce n'est pas un pays qui est sous le joug de la France. Ça veut dire que ce pays peut être un pays solidaire avec le Mali. Et surtout que j'ai vu ce matin une sortie des autorités maliennes à travers leur porte-parole où ils ont demandé la solidarité des pays amis. Donc ça c'est un cas. L'Algérie peut bel et bien donner, parce que l'Algérie n'est pas d'accord avec ce genre de choses. Je suis convaincu. Donc elle peut bel et bien aider le Mali pour surmonter ces difficultés. Donc, c'est vrai, à résumer, pour répondre à votre question, les sanctions vont avoir leur effet immédiat. Donc, mais à moyen et long terme, elles n'auront pas d'effet parce qu'il y a toute une panoplie de systèmes qui va s'organiser et même les autorités maliennes vont prendre, ils ont déjà pris parce qu'ils savent très bien qu'ils vont faire face à ces sanctions. Donc, ils ont pris d'avance en tant que des gens avertis, ils ont pris d'avance des dispositions pour avoir l'argent qu'il faut, pour avoir les produits qu'il faut, pour faire face aux 6 mois qui vont venir. Donc déjà en 6 mois, les choses vont commencer à se gâter. Et tout ce que je viens de vous dire là, la fraude, la solidarité avec d'autres pays, n'est-ce pas, et même la témérité et le courage des peuples maliens vont faire en sorte que cette affaire va échouer. Ça c'est clair.